Bonjour à tous, nous allons retracer une affaire, un retour dans le passé où l'irrationnel trouve sa place au point d'en devenir une sérieuse hypothèse. Disparition inquiétante, phénomène inexpliqué ou encore mort effrayante, certaines affaires sont restées sans explication, même après plusieurs années d'enquête. Aujourd'hui, je vais revenir sur la disparition restée inexpliquée d'un pilote d'avion qui a subitement disparu des radars sans laisser de traces. Mais le plus troublant dans cette affaire, c'est l'enregistrement audio de la communication radio entre le pilote et le centre de contrôle juste avant sa disparition. Installez-vous confortablement car vous allez plonger dans l'univers d'un nouvel épisode d'Enigma. Frédéric Valentich, jeune Australien de 20 ans, né à Melbourne le 9 juin 1958. Il vit encore chez ses parents avec ses frères et sœurs et travaille comme assistant dans une boutique de surplus militaire pour y gagner de l'argent de poche. Mais son grand rêve, c'est de devenir pilote d'avion professionnel et pour y parvenir, il suit des études dans une base militaire. Il décroche alors le 24 février 1977 sa licence d'étudiant pilote et quelques mois plus tard sa licence de pilote privé. Ayant déjà 150 heures de vol derrière lui, il est autorisé à voler mais uniquement dans des bonnes conditions de visibilité. Il avait postulé à plusieurs reprises dans la Royal Australian Air Force, qui est la force aérienne royale australienne, mais il n'a jamais été retenu car n'étant pas assez qualifié. Il s'entraînait également pour obtenir sa licence de pilote commercial, mais il échoue à la plupart des tests. Frédéric avait déjà été blâmé pour non-respect de certaines consignes de vol. Il avait entre autres volé par des temps couverts et s'était aventuré une fois dans une zone d'accès contrôlée au-dessus de Sydney. Selon son père, Frédéric Valentich croyait aux ovnis et il croyait qu'une attaque extraterrestre ne se produise un jour. 21 octobre 1978, 17h20. Frédéric dépose un plan de vol auprès de l'officier de permanence de l'aéroport de Moorabbin près de Melbourne en précisant qu'il envisage de faire un simple aller-retour jusqu'à King Island. King Island est une île à 240 km au sud de Melbourne dans le détroit de Bass, à mi-chemin entre le continent australien et l'île de Tasmanie. L'objectif de ce vol est de récupérer des passagers sur l'île de King Island afin de les ramener à son point de départ, Melbourne. Le vol aller dure environ 1h20 et les conditions météorologiques sont très bonnes. Donc Frédéric estime être de retour à Melbourne le soir même si tout se passe bien entre 21h et 22h. Pour effectuer ce vol, Frédéric va devoir longer la côte de l'état de Victoria au sud-est de l'Australie jusqu'à un endroit qu'il appelle le cap Otway et ensuite il doit bifurquer et s'engager au-dessus du détroit de Bass qui est une sorte de bras de mer truffé de petites îles avec de puissants courants. C'est vraiment un vol tout à fait classique et vu l'heure de départ, c'est un vol qui va se dérouler en partie de nuit. Frédéric va donc devoir faire un compte rendu complet de son vol et pour des raisons de sécurité, il va devoir échanger régulièrement avec la tour de contrôle de Melbourne par radio pour lui indiquer sa position et contrôler systématiquement s'il est bien à l'endroit où il doit être. Pour lui, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Il a déjà volé sur ce type de distance et le trajet lui est plutôt familier, c'est clairement un vol de routine. D'autant que la météo est bonne et que le ciel est clairement dégagé. 18h19. Frédéric Valentich décolle aux commandes d'un Cessna 182L, un petit avion de location immatriculé VH-DSJ. Cet avion avait servi auparavant d'avion de reconnaissance pour la photo aérienne. Il appartenait donc à ce moment à l'armée australienne puis certainement revendu plus tard à une société de location d'avions. Donc Frédéric décolle et suit le parcours prévu en longeant la côte jusqu'au cap Otway. Cette partie du trajet lui prend près d'une heure et se déroule sans problème. Il bifurque vers le sud sur le détroit de Bass en direction de King Island. 19h06. Frédéric commence à survoler la mer et contacte la tour de contrôle de Melbourne pour lui demander si un autre appareil est en vol dans cette zone. Le contrôleur aérien lui affirme qu'il est le seul dans celle-ci, mais Frédéric répond que c'est impossible car il voit un appareil très étrange. Frédéric pense d'abord à un autre avion et le contrôleur confirme qu'il ne voit que Frédéric sur le radar. 19h12. Frédéric Valentich affirme au contrôleur qu'il ne s'agit pas d'un avion, puis soudain,
un étrange bruit de grincement métallique couvre la voix de Frédéric et la communication se coupe brutalement. J'ai réussi à retrouver la transmission radio originale qui a énormément fait parler à travers le globe. Je tiens à remercier un couple d'abonnés qui m'a aidé à traduire cette communication. Je vous laisse la découvrir, un conseil, mettez un casque et nous l'analyserons ensemble ensuite. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet. It's not an aircraft. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Cette communication se déroule entre 19h06 et 19h12 avant de s'arrêter brutalement une fois que Frédéric affirme que cet appareil n'est pas un avion. 16 minutes plus tard, donc à 19h28, la force aérienne royale australienne envoie des avions de reconnaissance dans cette zone. Le jeune pilote et son Cessna ont disparu au large de l'Australie. Avant de disparaître, il a affirmé au contrôleur aérien qu'il était suivi par un ovni avec 4 lumières situées à environ 300 mètres au-dessus de lui. Il a commenté les caractéristiques de l'objet volant avant que tout contact soit définitivement perdu. Pour résumer, cet objet volant non identifié serait un appareil plutôt métallique, de forme allongée et émettant une puissante, forte lumière verte. À ce moment-là, 20 personnes situées dans différents secteurs autour du détroit de Bass déclarent avoir observé une lumière verte dans la même direction et en même temps entre 19h06 et 19h12. Les recherches sont lancées très rapidement. Des avions explorent la zone de façon intensive jusqu'au 25 octobre avec l'aide d'un navire de sauvetage et de l'aviation civile. Rien ne fut retrouvé, ni pilote, ni le Cessna. Plusieurs semaines après l'incident, un témoin se manifeste et affirme avoir aperçu un petit avion de tourisme suivi par une étrange lumière verte survolant la mer le 21 octobre 1978. Cet homme chassait le lapin en compagnie d'un de ses neveux et 2 de ses nièces du côté du cap Otway, pas très éloigné de la zone du dernier contact de Valentish. Le Cessna était équipé d'une balise radio de survie, mais aucun signal de cette balise n'a jamais été détecté. Aucune conclusion officielle n'a été donnée sur le son étrange qui a été entendu et qui a interrompu le dernier rapport radio du pilote. L'enquête officielle n'a pas donné d'explication à la disparition de Frédéric Valentish, mais a conclu que l'issue, quelle qu'elle puisse être, lui avait été vraisemblablement fatale. Toutefois, son décès n'ayant pas pu être prouvé, Frédéric est aujourd'hui encore officiellement porté disparu. Frédéric Valentish pourrait avoir mis en scène sa propre disparition ou bien même s'être suicidé. Cette hypothèse s'appuie sur le fait qu'il n'avait pas informé l'aérodrome de King Island de son intention d'y atterrir comme le veut la procédure. En outre, la police de Melbourne a reçu plusieurs signalements d'un petit avion ayant atterri la nuit de la disparition de Frédéric à une dizaine de kilomètres du cap Otway. Le journaliste américain Philip Julian Klass, connu pour son scepticisme, suggéra que Frédéric serait un trafiquant de drogue et aurait été victime d'une guerre de gang. Il aurait été contraint de camoufler son suicide en accident. Cette hypothèse a provoqué la colère des parents de Frédéric qui ont poursuivi Philip Julian Klass en procès. Les proches de Frédéric ont toujours réfuté la possibilité d'un suicide ou d'une mise en scène de sa disparition. Cette hypothèse n'explique pas les témoignages des 20 autres personnes ayant signalé cette lumière. Frédéric aurait été victime de ce que les aviateurs appellent la spirale de la mort. Celle-ci se produit lorsque le pilote tourne dans une direction mais a l'impression que l'engin n'obéit pas. Ses sens sont totalement trompés
alors qu'en fait l'engin tourne bel et bien. Donc, l'avion continue de virer de bord, puis une spirale fatale s'enclenche à l'heure où l'avion tourne jusqu'à s'écraser en mer. Frédéric était d'autant plus susceptible d'en être victime puisque cette illusion est courante chez les pilotes peu expérimentés et survient souvent de nuit lorsque les repères spatiaux des pilotes ne sont plus visibles. Cette hypothèse explique également le ralentissement du moteur signalé par Valentich. Les boucles de plus en plus rapprochées de la spirale ont pu générer des forces centrifuges réduisant l'alimentation en carburant du moteur. Et les lumières qui auraient été aperçues par Frédéric ne seraient pas les feux d'atterrissage d'un aéroplane inconnu, mais des astres brillants comme Mars, Vénus, Mercure et Antares qui étaient placés ce soir-là en losange. Cette hypothèse est crédible car c'est un phénomène assez courant chez les pilotes, mais elle n'explique toujours pas en revanche de façon complètement satisfaisante l'observation de l'OVNI par Frédéric et de la vingtaine d'autres témoins. L'avion de Frédéric se serait donc écrasé dans le détroit de Bass dont les courants rapides auraient pu disperser les débris, ce qui explique qu'aucune trace du Cessna n'ait pu être trouvée par les patrouilleurs partis à son secours. La théorie que Frédéric Valentich se serait écrasé en mer a été renforcée par la découverte en 1983 au large de l'île de Flinders dans le détroit de Bass d'un volet de réacteur du Cessna 182. La passion de Frédéric pour l'ufologie l'a discrédité auprès de certains sceptiques qu'elle aurait pu selon eux le conduire à une perception fausse d'éléments parfaitement naturels. Le père du disparu, Guido Valentich, a déclaré qu'il préférait l'idée que son fils ait été enlevé par des extraterrestres à la perspective qu'il se soit écrasé en mer et que l'absence de preuves pouvait indiquer qu'il s'agissait bel et bien d'un enlèvement par des extraterrestres. Il a aussi tenu à préciser que son fils était un homme sérieux et pas du genre à inventer des visions d'OVNI. Frédéric Valentich aurait été la cible d'un OVNI dans le détroit de Bass. En plus de nombreux témoignages évoqués plus tôt, un plombier nommé Roy Manifold aurait pris le jour du 21 octobre 1978 une photographie montrant un objet difficilement identifiable survolant le cap Otway. L'objet a été reconnu par le groupe d'ufologie américain Ground Saucer Watch comme un authentique aéronef d'origine inconnue. Mais il pourrait aussi s'agir tout simplement d'un artefact photographique, une sorte de saleté déposée sur l'objectif. Les sons métalliques enregistrés après la dernière parole de Frédéric Valentich ont été décrits par le docteur Richard Heinz comme 36 bruits séparés se fondant ensemble dans une sorte de palpitation douce. Ne pouvant pas les expliquer, les personnes soutenant l'hypothèse de l'OVNI en ont conclu qu'il s'agissait bel et bien d'une preuve du côté paranormal de l'histoire. Il est souvent affirmé que des observations d'OVNI auraient été signalées depuis de longues dates dans les environs du détroit de Bass et que ce serait un lieu sujet aux disparitions mystérieuses de navires et d'avions, lui donnant le surnom de triangle de Bass, en allusion au triangle des Bermudes. Cette affirmation ne repose sur aucun élément sérieux. Si le détroit a effectivement une mauvaise réputation en raison de ses vents et courants marins violents, et si de nombreux bateaux y font naufrage, aucun événement surnaturel particulier n'avait été associé au détroit de Bass avant la disparition du Cessna et de son pilote. L'ultime transmission de Frédéric Valentich est devenue célèbre dans le monde de l'ufologie. Vous avez désormais tous les éléments entre vos mains pour mener votre propre enquête. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette affaire dans les commentaires. Ça permettra de débattre ensemble et d'échanger nos théories. Je vous laisse un lien dans la description d'un très bon livre de Jocelyn Keller qui parle de plusieurs dossiers inexpliqués, dont celui-ci. Je tiens aussi à remercier Newair qui m'a offert tous les éclairages du studio. Pareil, je vous laisse les liens de mon matériel en description. C'est la fin de cet épisode d'Enigma, et si cette affaire vous aura intrigué tout autant que moi, laissez un pouce bleu et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir la notification lors de la sortie du prochain épisode qui sera tout aussi troublant. Vous me retrouverez aussi sur Instagram, donc @la chaîne Exploria, où je partage les moments en story dont certains durant les tournages, mais aussi les photos et des petites exclus surprises. Merci pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous pour une autre affaire très étrange.